Aujourd'hui, on est en mode SNK, ça fait un petit moment que j'attends de ressortir ma veste. Bataillon d'exploration. L'Attaque des Titans, ou Shingeki no Kyojin, c'est le manga sensationnel qui mêle horreur, espoir et combat. Le manga a commencé à être publié en 2009, mais c'est l'adaptation en animé en 2013 qui a popularisé l'œuvre en créant une hype gigantesque à chaque épisode. Je vous révèle aujourd'hui les secrets des tenues et de l'équipement des personnages de SNK. Spoiler alert, on va parler des 3 premières saisons. C'est important pour comprendre, mais on va pas plus loin. Vous vous rendez compte qu'Isayama, il a créé un véritable phénomène avec son manga. On est quand même dans un univers où il y a quand même des titans qui cohabitent avec des humains. Et ce que j'ai trop kiffé, c'est sa façon d'avoir raconté son histoire, où dans les toutes premières saisons, on découvre Paradis, les titans, les personnages principaux. Et puis au fur et à mesure, on en apprend plus sur l'origine des titans, le monde, la politique. Franchement, l'Attaque des Titans, c'est un peu comme si t'avais grave zoomé sur une carte sur Google Maps. Et puis au fur et à mesure, au fil des saisons, tu dézoomes, et puis tu te rends compte de « Wow, en fait, il y a plein de trucs tout autour, quoi !» C'est vraiment comme ça qu'on découvre Paradis, petit à petit le mythe avec Ymir, l'ancêtre des titans, etc. Et je me souviens, dans les toutes premières saisons, j'étais loin d'imaginer tout ce qu'il y avait autour et comment était fichue l'histoire. Et c'est vraiment ça qui fait tout le croustillant d'SNK, c'est en mode, quand t'apprends les trucs au fur et à mesure, t'es en mode « Ah ouais, ok, je comprends mieux ». Dans les premières saisons, on découvre que l'humanité vit dans une sorte de forteresse à l'abri derrière des murs gargantuesques et loin des titans. Enfin, ils pensent qu'ils sont en sécurité, nous aussi on pensait qu'ils étaient en sécurité, vous voyez ce que je veux dire. Paradis, c'est 3 murs concentriques de 50 mètres de haut, distants les uns des autres d'une centaine de kilomètres. 100 km, rendez-vous bien compte, c'est quand même très grand. Hein. Paradis, c'est quand même plus qu'une ville, c'est vraiment un royaume qui est fortifié. D'ailleurs, c'est inspiré de la muraille de Chine. Dans les murs vit la population, donc les civils, et l'armée qui se charge de la sécurité intérieure et extérieure à l'extérieur des murs. Les civils, ils sont habillés dans des vêtements qui sont très simples. Des vêtements qui sont pratiques pour des personnes qui font du commerce, de l'agriculture, bref, des vêtements avec pas beaucoup d'ornements. Toute la population, elle vit en autarcie. Et le fait de vivre en autarcie, parfois ça peut poser des petits problèmes de rationnement. On peut confirmer ça quand on voit par exemple l'obsession de Sacha pour la nourriture, ou le fait que les soldats, ils mangent que très peu de viande. Donc s'il y a un rationnement pour la nourriture, imaginez que c'est logique qu'il y ait aussi un rationnement pour les vêtements. On distingue les civils des membres de l'armée par leur uniforme. C'est assez pratique en cas d'urgence. Ces vêtements, ils ont pour fonction d'habiller le porteur, évidemment pour le protéger du froid, etc. Mais ils sont aussi volontairement courts et ajustés pour éviter de gêner le porteur dans les combats. Pour éviter par exemple que les vêtements ils se coincent dans les harnais ou dans l'équipement tridimensionnel. Par exemple, cette petite veste là, elle est forcément courte pour éviter de gêner les lames. Ok, vous voyez pas la longueur de ma veste parce que c'est cadré poitrine, mais vous voyez de quoi je veux parler. D'ailleurs, il y a tout un système de harnais qui maintient tout l'équipement au niveau de la taille. Et je trouve ça vachement logique que l'équipement soit placé à ce niveau-là. Parce qu'en fait, ça se situe au niveau du centre de gravité du corps humain. Le centre de gravité, c'est l'endroit du corps humain où toutes les forces entrent en jeu quand on se déplace. Et la dernière pièce de l'équipement, c'est une paire de bottes. Je pense que c'est du cuir. Et vu la temporalité et la technologie, faut pas s'attendre à ce qu'ils portent des baskets. Hein. Mais ces bottes, vous avez remarqué qu'elles sont hyper hautes. Elles remontent jusqu'aux genoux, c'est des cuissardes quoi. Si elles sont si hautes, c'est parce qu'elles protègent tout le système de harnais qui monte le long des jambes. Mais on en parlera plus tard quand je vous détaillerai tout l'équipement tridimensionnel. De manière générale, pour l'habillement, il n'y a rien qui est spécifié par Isayama dans le manga sur les matières qui sont utilisées. Mais vu l'époque, la technologie et surtout la météo de Paradis, je dirais qu'on est sur des matières naturelles qui sont cultivées en Europe, comme le lin, la laine. Je dirais pas du coton parce que le coton ça a besoin de chaleur, c'est plutôt cultivé en Afrique, en Amérique ou en Asie. C'est vraiment pas assez chaud Paradis pour cultiver du coton. D'ailleurs, ça expliquerait aussi que les capes soient en laine, parce que c'est un matériau qui est naturellement isolant, donc il protège du froid, et il est aussi naturellement ignifuge. Bah ouais, la laine ça brûle qu'à partir de 560 degrés, en plus ça brûle sans faire de flammes, sans vapeur toxique, bref c'est juste parfait contre les titans. Bon, on va maintenant parler du corps armé. Il est réparti en 3 branches. Il y a les brigades spéciales, la garnison et le bataillon d'exploration. Chaque soldat a le symbole de sa division qui est présent un peu partout sur sa tenue, mais surtout à l'arrière de sa veste en hyper gros. La garnison s'occupe de protéger les murs, les constructions et les vies humaines à l'intérieur des murs. C'est un peu l'équivalent de la police. Ils sont 30 000 et ils se mettent hyper bien à l'intérieur des murs, ouais. Ils ont pour symbole 2 roses. Ce symbole, c'est une référence au mur rose. C'est un peu surprenant ce symbole végétal, mais j'ai trouvé une théorie comme quoi la rose, vu que c'est un buisson qui est censé être dense et épineux, donc difficile à traverser, ça représenterait la garnison qui elle aussi doit rester solide face à toute la population. J'ai aussi trouvé une autre théorie, comme quoi pour garder la paix et la beauté à l'intérieur des murs, il faut parfois être prêt à souffrir à cause des épines. Les brigades spéciales sont affectées à la sécurité du roi, c'est sa garde personnelle quoi. Elles ont aussi pour objectif de contrôler l'ordre civil à l'intérieur des murs et de calmer les éventuelles émeutes. Eux, ils sont 2000. Et leur symbole, c'est une licorne. C'est une créature qui est souvent associée à la royauté dans les dynasties européennes.
Et si Isayama l'a choisi pour les brigades spéciales, c'est que c'est devenu l'un des emblèmes les plus utilisés en héraldique à partir du XVIIe siècle par les seigneurs et les chevaliers. La licorne était censée représenter leur vertu, leur valeur, parce que sa noblesse d'esprit est telle qu'elle préfère mourir que d'être capturée vivante. Ouais. Bon, sur le papier ça sonne bien, mais dans la réalité, les brigades spéciales sont souvent corrompues et elles ont pas très bonne réputation. Du coup, ça marche pas très bien avec les valeurs des chevaliers, et du coup avec les licornes. Et enfin, le bataillon d'exploration est affecté à la sécurité extérieure. J'ai nommé le bataillon de la douille. Eux, en plus, ils ont un petit accessoire supplémentaire, ils ont une cape. Et même si on peut se dire qu'il y a énormément de membres parce qu'il faut explorer, défendre les murs, parce que bon, c'est grand quoi. En fait, ils sont que 300. Et ils ont même besoin d'être constamment renouvelés parce qu'il y a quand même beaucoup de pertes. Leur symbole, ce sont des ailes parce que c'est les ailes de la liberté. Les murs, c'est la prison et eux, ils ont le droit de sortir en dehors des murs. Eux, ils ont le droit d'explorer, ils sont libres. Enfin, libres. Tout ce que je vous ai livré là, ce sont que des théories. Isayama n'a rien officialisé sur la signification des symboles. Mais perso, je trouve que ça se tient bien, c'est pour ça que je vous le dis. J'en profite pour vous demander si vous aviez à rejoindre une des 3 branches armées, laquelle choisiriez-vous? Perso, je choisis la licorne, déjà parce que licorne quoi, et en plus parce que t'es en sécurité dans les murs, t'es bien quoi. Et faites pas genre, ceux qui disent bataillon d'exploration, c'est quand même le bataillon le plus risqué quoi. Dans SNK, le plus impressionnant, c'est la quantité d'armes, d'accessoires et d'outils qu'utilisent les membres de l'armée. Et le truc qui m'a captivé, mais genre tout de suite quand j'ai commencé à regarder l'anime, c'est évidemment l'équipement tridimensionnel. Et pour cet aspect-là, Isayama, il voulait absolument pas se foirer. Il a vraiment mis une attention et un soin tout particulier pour imaginer l'utilisation, l'histoire de l'équipement tridimensionnel, les matériaux et tout. Truc de ouf, c'est qu'il a même bossé avec un de ses potes ingénieurs pour créer un équipement tridimensionnel le plus vraisemblable possible. Dans le lore, la manœuvre tridimensionnelle a été inventée par Angel Aaltonen, appelé aussi le maître des inventions. C'est le gars qui a créé le tout premier prototype de l'équipement tridimensionnel qui est essentiel contre les titans. Basiquement, ça leur permet de pouvoir se hisser en l'air et de pouvoir atteindre la nuque des titans, qui est leur point faible. Levi style. C'est marrant en anglais, l'équipement tridimensionnel, il est appelé Vertical Maneuvering Equipment. Merci l'accent. Mais j'aime bien parce que ça représente bien ce souci de verticalité. Et concernant le fonctionnement, c'est pas très compliqué, vas-y je te fais un tuto. Une fois que t'es stuff avec tout le bousin, tu vises 2 surfaces pour y planter les crochets de tes grappins. Ensuite, t'actives l'évacuation du gaz qui est comprimé dans des cartouches et qui va te propulser par un boîtier qui est situé à l'arrière au niveau de ton dos. Ensuite, une fois que t'es en l'air, tu retires tes crochets, les câbles ils se rembobinent parce qu'il y a un enrouleur automatique. Et après, tu peux te regrappiner ailleurs et continuer comme ça. Mimer le grappin. Et ça, c'est le mouvement classique juste pour te déplacer. Mais t'as des mecs comme Levi qui ont inventé toute une technique pour se battre contre les titans et avec ça utiliser toute la force motrice des câbles pour pas avancer, mais éclater toute la chair des titans. L'équipement en lui-même, il prend la forme d'un harnais de sécurité qui englobe la quasi-totalité des jambes et du torse. C'est un mélange subtil entre câblage et pièces en métal et harnais en cuir. L'équilibre, il est primordial. Parce qu'une fois dans les airs, l'équilibre de l'utilisateur repose uniquement sur le harnais. Ta position droite, elle est maintenue uniquement par ton bassin, d'où le centre de gravité dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en vrai, faut aussi avoir une bonne condition physique, parce qu'une fois que t'es propulsé dans les airs, faut que tu gaines un max, sinon tu pars dans tous les sens. D'où le test qu'on voit au début du manga pour toutes les nouvelles recrues. Et pour tuer efficacement les titans et compléter le fabuleux équipement tridimensionnel, il y a des sabres en acier renforcé qui sont attachés sur les cuisses sur tout le système de harnais. On le rappelle, ces lames, elles permettent de trancher la nuque des titans qui est leur point faible. Elles mesurent 80 cm et même si le matériau il est assez solide, elles s'émoussent. Parfois c'est presque à usage unique. Sur la résistance et le visuel là, avec les petits traits, perso ça me fait penser à des lames de cutter géant. Vu que t'as besoin de plein de lames à chaque fois que tu sors en dehors des murs, chaque soldat se balade avec ses petits fourreaux de plein de lames de rechange accrochés à ses cuisses. C'est énorme parce que dans SNK, il y a toute une technologie et une industrie qui est vraiment propre à ce monde-là. Il y a vraiment un mix de choses anciennes et nouvelles, comme le fait que les mecs ils se déplacent à cheval, et des trucs ultra poussés au niveau technologique, comme tout l'équipement tridimensionnel. C'est marrant parce que maintenant, quand j'y pense, ça me fait grave penser au Japon dans cette dualité de modernité et de tradition. Mais je trouve que cet équilibre de modernité et de trucs un petit peu plus anciens, vraiment en fait, il fonctionne. À aucun moment je me dis « Ah mais what the fuck, c'est pas cohérent, c'est pas logique ». Je pense que c'est dû au fait qu'Isayama, à chaque fois, il prend vraiment le temps de tout expliquer, de montrer comment tout fonctionne, etc. Bon, cette vidéo, c'était une vidéo un peu générale sur tout l'univers de SNK. C'était un peu la base de la base, et on vous prépare 2 autres vidéos, une sur les tenues de Mar et une sur l'équipement tridimensionnel 2.0, et aussi dans cette vidéo-là, on va rentrer un peu plus dans les détails des personnages, leurs inspirations, etc. C'est pour ça que je compte sur vous pour nous dire si vous avez kiffé cette vidéo, et surtout pour nous donner plein de force pour les prochaines vidéos. Ah, et juste avant de vous laisser, je me disais un truc. T'imagines une version alternative de SNK où Eren et Mikasa, ils auraient choisi par exemple les brigades spéciales?
Ça aurait été moins sanglant, moins épique peut-être, et peut-être plus chill. Mais on les aurait vus participer à des complots en mangeant des petits fours. Ouais, ça aurait été bien, mais on le saura jamais. Tant pis. Bon, assez tergiversé et imaginer des trucs what the fuck, c'est bon, on a assez de théories sur internet. Je vous laisse là et à la prochaine. Ciao.